Salut les Time Trotters, j'espère que tout va bien. De mon côté, j'ai vraiment été très surprise par les nombreux retours positifs que j'ai reçus suite à ma première vidéo. Je vous en remercie sincèrement. J'ai aussi pris en compte vos remarques et j'espère dès ce deuxième épisode améliorer tout cela. Mais pour l'heure, notre deuxième voyage dans le temps commence tout de suite. L'histoire de Champollion démarre par un fait étrange. Sa mère, âgée de 48 ans, souffre de rhumatisme articulaire aigu. Un paysan va la guérir et lui prédire que dans 1 an, elle donnera naissance à un petit garçon. Une prédiction avérée puisque le 23 décembre 1790, Jean-François Champollion naîtra à Figeac, dans le Lot. Enfant précoce, il apprend à lire seul dès l'âge de 5 ans. Mais ce n'est qu'à 8 ans, en novembre 1798, qu'il va faire son entrée à l'école. Ses carences en mathématiques, en orthographe et son mauvais caractère vont lui faire défaut. Cependant, l'abbé Jean-Joseph Calmel, percepteur de son état, va lui transmettre l'amour des langues mortes en lui enseignant le latin et le grec ancien. Fin mars 1801, son frère aîné, Jacques-Joseph, qui l'a pratiquement élevé et qui est parti depuis 3 ans sur Grenoble, va le faire venir pour parfaire son éducation. Champollion va alors s'initier à l'hébreu, à l'arabe, au syriaque ou encore au chaldéen. C'est ainsi qu'il va développer son goût pour l'Orient et l'archéologie. En mars 1904, il obtiendra une bourse et sera admis au lycée impérial institué par Napoléon. Pour les Grenoblois qui me regardent, il s'agit aujourd'hui du lycée Stendhal. Son frère, devenu alors le nouveau secrétaire de l'Académie Delphinale, une sorte de société savante créée en 1772 à Grenoble, va y évoquer les inscriptions de la pierre de Rosette et du temple d'Endera, de la déesse égyptienne Hathor. La pierre de Rosette est un fragment de stèle gravé où un même texte y est inscrit en 3 langues, en hiéroglyphe, en démotique et en grec. Ceci va accroître son intérêt pour l'Égypte et conforter sa passion pour les hiéroglyphes 1 an plus tard, après qu'il ait fait la connaissance d'un moine grec proche de Bonaparte. Après 2 années passées à Paris pour perfectionner son apprentissage des langues tout en poursuivant ses travaux sur la pierre de Rosette, il retourne à Grenoble pour être nommé professeur adjoint en juillet 1809, à l'âge de 18 ans seulement. En 1818, il présente son mémoire à l'Académie Delphinale, après avoir dénombré pas moins de 486 mots de grec pour 1519 hiéroglyphes. Et c'est le 14 septembre 1822, alors qu'il peut dorénavant lire les noms égyptiens, qu'il s'écrie « Je tiens mon affaire ». L'euphorie retombée, épuisé, Jean-François Champollion s'écroule et tombe dans le coma plusieurs jours. Une nouvelle science était née, l'égyptologie. C'est de 1828 à 1830 qu'il se rend enfin en Égypte pour une mission scientifique. Il relève des informations et collecte des objets afin d'apporter la certitude que sa méthode de décryptage des hiéroglyphes n'est pas erronée. Dès son retour en France, il est placé en quarantaine dans un lazaret. Il s'agit d'un bâtiment portuaire où l'on mettait à l'écart les personnes provenant d'autres ports où sévissait la peste. Le froid glacial et l'humidité des lieux vont détériorer sa santé. Après la chute de Charles X en 1830, Champollion est élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres à Paris et devient professeur d'antiquité égyptienne au Collège de France. Il meurt le 4 mars 1832 à seulement 41 ans. On suppose que cela pourrait venir d'une parasitose ou d'un choléra contracté en Égypte. Selon d'autres scientifiques, il pourrait être mort d'une maladie neurodégénérative, la maladie de Charcot. Il sera mis en terre à Paris, au tristement célèbre cimetière du Père-Lachaise. Mikhaïl Timofievitch Kalachnikov était un ingénieur militaire né le 10 novembre 1919 dans le village de Kouria en ex-URSS. Il était le 17e d'une fratrie de 19 enfants, dont seulement 8 survivront. Ses parents étaient des paysans koulaks. Alors vous allez me dire, qui sont les koulaks ? En fait, koulak est le nom qu'on donnait aux paysans russes qui étaient propriétaires de terres, de bétail, d'outils et qui avaient même parfois des salariés. Et en l'occurrence, les koulaks ne faisaient pas les affaires de Staline, qui voulait mettre en commun l'ensemble des produits agricoles dans des fermes collectives dans le cadre de son projet de collectivisation.
On pourrait croire que Staline se préoccupait de son peuple en voulant mener à bien cette opération. N'oublions pas que Joseph Staline était un dictateur et qu'il avait instauré un régime totalitaire. L'objectif inavoué était surtout de faire main basse sur l'ensemble des produits issus de l'agriculture et d'en faire l'exportation afin de financer l'ascension industrielle et militaire de la Russie. Pour mener à bien son projet, il entamera une folle répression à l'encontre des koulaks que l'on va appeler la dékoulakisation. En pratique, il va exproprier tous les koulaks en leur confisquant leurs terres, en les exécutant et en les déportant dans des camps de travail forcés appelés goulags. Au final, c'est entre 2,5 millions et 5 millions de personnes qui y trouveront la mort, principalement à cause de l'extermination par la faim. C'est justement dans un de ces goulags que le petit Kalachnikov, alors âgé de 11 ans, va être déporté avec toute sa famille dans une région hostile de Sibérie. Il s'en évadera à 2 reprises, à l'âge de 15 ans et 17 ans, puis travaillera dans un dépôt de chemin de fer qui relie le Turkestan à la Sibérie. Puis, âgé de 19 ans, Mikhaïl va faire son service militaire dans une école de conducteurs de chars à Kiev. À cette période, il démontera et remontera tout ce qu'il trouve. Et mieux encore, il perfectionnera même un pistolet semi-automatique, le Tokarev TT-33 ou encore la tourelle d'un char. Le maréchal Zhukov le repère et l'envoie prendre des cours de mécanique spécialisée dans la construction de chars d'assaut. En 1941, alors qu'il participe à la bataille de Briansk, visant à arrêter l'avancée allemande vers Moscou, il est grièvement blessé à bord de son char. Hospitalisé pendant une longue période, il va se mettre à dessiner des modèles de pistolets. Inspiré et impressionné par la technologie de l'armement allemand, il veut trouver le moyen de créer un fusil d'assaut destiné à son pays qui soit petit, léger et rapide. Quand Kalachnikov achève son prototype, il montre son travail au maréchal de l'artillerie Nikolai Voronov, qui soutiendra son projet auprès de l'État soviétique. La production du fusil sera lancée dès 1947, celui-ci sera baptisé Avtomat Kalachnikova 1947, et oui, ce fusil a bien un nom de fille. Aujourd'hui, on le connaît surtout sous le nom de AK-47 ou Kalachnikov. Comme vous le savez, cette arme a connu un retentissement mondial et sera fabriquée à plus de 100 millions d'exemplaires, copies comprises. Celle-ci est reconnue pour être tristement l'une des armes les plus fiables au monde. Comme la copropriété intellectuelle et collective en droit soviétique, Mikhaïl Kalachnikov ne touchera pas un centime sur les ventes. Il recevra cependant de multiples décorations en ayant imaginé près de 150 armes. La médaille de l'ordre de Lénine, 2 fois la médaille de héros du travail socialiste, ou encore la médaille du prix Staline, assortie d'une prime évaluée entre 25 et 100 000 roubles, soit entre 325 et 1297 euros. En 1971, il est nommé docteur des sciences et techniques et dépose 35 brevets d'invention. Puis, en 1994, il est promu général. Plus tard, Kalachnikov va déclarer à propos de son fusil d'assaut « Je suis fier de mon invention, mais je suis triste qu'elle soit utilisée par des terroristes. » Je pense qu'on sera tous d'accord avec cette citation. C'est à l'âge honorable de 94 ans que Mikhaïl Kalachnikov décède le 23 décembre 2013. Empereur actuel du Japon et fils de l'empereur Hirohito et de l'impératrice Nagako, Akihito est né le 23 décembre 1933 au palais impérial de Kokyo à Tokyo. Il est le 125e descendant du fondateur mythique du Japon, l'empereur Jimmu, qui aurait régné en 660 avant Jésus-Christ. Cette extraordinaire longévité ferait de la lignée de Yamamoto, nom donné à la famille impériale, la dynastie monarchique la plus ancienne de notre monde. Les parents d'Akihito ont attendu 9 ans avant d'avoir leur premier garçon, futur empereur du trône du Chrysanthème, nom donné couramment au trône impérial du Japon. Dès l'âge de 3 ans, comme le veut la tradition impériale, il sera séparé de ses parents, élevé par les domestiques du palais et ne les verra que de façon hebdomadaire à l'occasion de rencontres solennelles. À partir de l'âge de 6 ans, il sera éloigné de ses camarades durant sa scolarité afin de véhiculer l'image d'une personne isolée du peuple, distante, sans défaut. L'objectif est de faire de celui-ci un futur dieu vivant aux yeux du peuple japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation américaine, Akihito hérite d'une tutrice américaine du nom de Elizabeth Graving jusqu'à ses 17 ans. Celle-ci lui enseignera l'anglais et l'ouvrira à la culture occidentale.
tandis que le docteur Shinzo Koizumi, économiste libéral, va lui enseigner la politique dès 1949 avec l'idée de faire du futur empereur le symbole de la modernisation. Il restera par ailleurs son conseiller jusqu'à sa mort en 1966. À l'aube de ses 19 ans, le 10 novembre 1952, Akihito sera intronisé prince héritier. Autorisé alors à fonder sa propre maison princière, il quitte le palais impérial pour s'installer dans sa propre demeure au palais Togu à Tokyo. Dès lors, fort de son éducation libérale, il va littéralement rompre avec de nombreuses traditions impériales. Il multipliera ses nombreux voyages à l'étranger alors que ses parents n'en ont effectué que 2 durant tout leur règne. Il représentera le Japon lors du couronnement d'Élisabeth II en Angleterre, puis continuera ses voyages en France, en Espagne, aux États-Unis et au Canada. Il épousera contre toute attente, le 10 avril 1959, Michiko Shoda, fille aînée d'une des familles industrielles les plus riches du Japon. Contre toute attente car celle-ci n'est pas une aristocrate et est chrétienne de surcroît. Toujours opposé aux traditions, il fera le choix avec son épouse d'élever lui-même ses enfants dans un cadre de vie très occidental. Il sera rapporté qu'Akihito participerait même aux tâches ménagères du foyer. Pour l'anecdote, il sera le premier membre de la famille impériale à prendre le métro en 1986. À la mort de son père, le 7 janvier 1989, Akihito, alors âgé de 66 ans, lui succède sur le trône en recevant immédiatement les insignes impériaux. Loin d'être inhibé par son nouveau statut et malgré la constitution du Japon lui imposant d'être seulement un symbole de l'État et de l'unité du peuple japonais, il va continuer à révolutionner sa fonction. Il manifestera rapidement ses regrets au nom de la famille impériale auprès des pays asiatiques ayant subi des exactions de son pays. Il fera également une intervention télévisée où il exprimera son soutien aux sinistrés du séisme de Fukushima du 11 mars 2011 et il fera part de son inquiétude concernant la centrale nucléaire. Et dernier fait en date, en août 2015, lors du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et donc de la capitulation du Japon, il fera part de profonds remords. Comme vous l'aurez compris, Akihito a accompagné le peuple japonais et aura été un symbole fort de l'ouverture vers les pays de l'Occident durant le XXe siècle. Il n'y a plus qu'à souhaiter que son premier fils, Naruhito, à qui le trône est promis, soit un digne héritier avec tout ce que cela implique. Il est temps maintenant de nous quitter. J'espère que ce nouveau voyage dans le temps vous a plu. Je vous souhaite un très joli Noël et surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, tweeter et partager pour que notre communauté s'agrandisse. À très vite pour un nouvel épisode de Time Trotter.